Les 8 pièges de la communication dans lesquels on tombe le plus souvent. Il nous arrive à tous de nous sentir incompris dans le message que nous voulons transmettre aux autres. Ce que nous disons, même si cela nous paraît clair, peut être incompréhensible pour l'autre. Entre le message transmis et la traduction par l'autre de celui-ci, se trouve un décalage imprévisible qui est à considérer. Celui-ci produit une dégradation des échanges, source de frustration, d'irritation ou de consternation. Ces incompréhensions, qui abîment l'existence, proviennent souvent d'un manque de connaissance de ce qu'est véritablement la communication relationnelle. Car si nos moyens de communication se sont grandement diversifiés, nos moyens de gérer nos relations, eux, n'ont que très peu évolué. Quand on parle de communication entre des personnes, on pourrait dire que c'est une communication à 20% qui se produit. Oui, seulement 20% du message serait compris, 80% resterait caché. En effet, la communication serait un va-et-vient perpétuel entre les interactions, un processus de création continue de la réalité où 80% de la compréhension se trouve dans l'analyse. Des contextes dans lesquels se produit l'échange. L'information contenue dans le message est sélectionnée à partir du contexte de l'émetteur, histoire, valeurs, croyances, sociologie, et réceptionnée en fonction du contexte de référence du récepteur. De l'intention de l'individu. Le message envoyé, reçu et traduit en alternance, donnera lieu à des réflexes. Ce réactionnel dirigera l'échange en fonction d'un but avoué ou caché, chacun voudra tirer la couverture à soi dans le but de gagner quelque chose. De l'interprétation obsessionnelle. Le message ainsi filtré va stimuler ce qui nous dérange, nous inquiète, nous obsède et ainsi faire naître l'interprétation, sous la forme du scénario dans la tête, du petit vélo, des suppositions. Lors d'une réunion, d'une négociation, d'un entretien, c'est cette complexité qui s'invite inévitablement à la table. L'analyse de ces 80% permettrait de prendre une certaine hauteur de vue, de tenir compte des distorsions du message, et d'élargir notre environnement cognitif mutuel. Voici les 8 pièges les plus fréquents dans lesquels tombe l'être humain qui se déroule tranquillement et à son insu, lors des échanges. Piège 1. Croire que sa façon de parler est la bonne. Croire qu'il suffit de dire son message à une personne, à sa façon, pour être compris est illusoire. Car notre façon de dire n'est pas, la plupart du temps, compréhensible par l'autre. Combien de fois répétons-nous la même chose à la même personne, en vain? Je lui ai déjà dit. Parenthèse fermante. Supposons que Raoul, manager plutôt directif, donne une consigne à son équipe et conclut ceci. Tout le monde est d'accord. Point. Ses collaborateurs n'ont pas d'autre choix que d'être OK. Le manager pense qu'ils ont compris. Mais les membres de l'équipe ont filtré et interprété ce qu'ils ont perçu. Quelques semaines plus tard, Raoul s'aperçoit avec fureur que les projets n'avancent pas, et reproche à son équipe de ne pas être vaillante. Égal plus grand que Raoul doit s'assurer de ce que ses collaborateurs ont compris en le leur demandant. Il pourra ainsi apporter des précisions pour clarifier la tâche ou la consigne. Certes, au début, cela demande du temps, mais ce temps sera indispensable pour gagner en efficacité, en cohésion, en bien-être. Piège 2. Le dire par SMS. Une autre illusion est de croire que la technologie va améliorer la communication. Si l'on souhaite exprimer un message important, le SMS, le tweet, le post, vont le complexifier au lieu de le simplifier. Parce qu'il y manque des informations importantes comme l'humeur, le but, le contexte, le cadre. Ces informations manquantes vont fabriquer des hypothèses, introduire l'interprétation, et apporter des tensions. Laurence, pendant son travail, reçoit des SMS du lycée disant que sa fille est en retard à l'école et qu'elle va avoir un avertissement. Laurence, irritée, renvoie un SMS en mettant l'école en cause et les retards de bus. Égal plus grand que mieux communiquer dans ce cas, ce serait prendre un rendez-vous avec la direction de l'école. Chacun pourrait exprimer les effets, les raisons et les circonstances de ces retards. Puis, trouver ensemble une progression et un accord. Piège 3. Éviter la sincérité. Parce qu'il est confortable de ne pas regarder ce qui ne va pas chez soi, dire que c'est l'autre qui est fautif est une façon de ne pas perdre la face. Imaginons Nadine, qui attend une promotion depuis des mois. Mais elle n'en parle pas, en supposant que la direction le sait. Puis Jeanne est recrutée pour le poste en question. Cela devient la faute de l'employeur. Pourtant, quelle est donc la raison qui bloque Nadine à ne pas demander la promotion? Égal plus grand que mieux communiquer pour Nadine serait de ne plus attendre pour discuter de ce poste et d'interroger ses résistances à le faire. Une fois cette clarification faite, elle peut proposer un dialogue sur une évolution professionnelle possible, en coopération avec l'employeur.
De garder ses distances quand on veut finir une relation. Imaginons que Paul n'ose pas dire à Julie qu'il veut rompre parce qu'il ne veut pas la faire souffrir, ou qu'il a peur de sa réaction. Il va installer une distance progressive et quitter la relation sur la pointe des pieds. Égal plus grand que Paul pourrait utiliser la sincérité en mieux communiquant sur ce qu'il ne souhaite plus vivre auprès de Julie. Cette étape difficile fera avancer les deux personnes sur leur chemin de conscience. Piège 4. Croire que son bout de la réalité est la vérité. L'on s'accorde à dire qu'au pays de la théorie, quand on rencontre une personne, il faut prendre en compte sa réalité. Néanmoins, en pratique, chacun est persuadé d'avoir toujours raison. Imaginons la tour Eiffel à Paris. Paul se trouve à l'est de la ville et voit donc la partie est de la tour. Jules, situé au sud de Paris, regarde la partie sud, et Antoine voit la face nord. Ce que chacun voit n'est qu'une perception partielle de la tour Eiffel, soit un bout de la réalité. Supposons deux managers qui ne sont pas d'accord sur la façon de gérer un projet. Chacun réagit en fonction de ce qu'il juge comme étant bien et mal, et repousse ce qui vient de l'autre. Cela reviendrait à dire qu'une seule partie de la tour Eiffel existe. Et à nier les autres parties. Égal plus grand que se mettre dans la peau de l'autre, en vivant ce qu'il vit, en empruntant ses chaussures, est la meilleure façon d'élargir sa compréhension, d'apporter un dialogue fluide, une considération de chacun, une meilleure entente. Piège 5. Rester figé dans ses certitudes. Une situation se construit en permanence. Elle bouge, elle évolue, elle se transforme. L'illusion est de croire qu'une situation est la même qu'hier. Car si un élément nouveau survient, le sens de la situation change. Alors à quoi bon donner des étiquettes? Supposons que le nouveau chef de service Antoine a la réputation d'être méchant. Que va-t-il se passer dans la tête de sa nouvelle équipe? Elle sera sur ses gardes, ne sera pas naturelle. Le dialogue sera crispé donnant lieu, à un moment donné, à des interprétations erronées. Égal plus grand que mieux communiquer, c'est se dire que si Antoine a été réputé malveillant avec Jacques, cela ne veut pas dire qu'il le sera avec Paul. Ne pas donner de crédibilité à des oui-dire. Observez que si je vois le monde comme dangereux, mes stimuli ne vont retenir que des choses dangereuses. Piège 6. Donner un conseil quand on ne nous le demande pas. Quand on écoute, si on ne prête pas une oreille active, on va interpréter ce que nous dit notre interlocuteur. Interpréter, c'est faire une analogie, rebondir sur un mot qui nous emmène ailleurs, échafauder un scénario, imaginer une histoire, qui n'ont rien à voir avec ce qui est dit. Supposons que Carla vit une rupture amoureuse et un chagrin. Lors d'un dîner, ses amis lui disent 1 de perdu, 10 de retrouvé. Inscris-toi sur un site de rencontre. C'est comme si l'on disait à un grand brûlé. C'est pas grave, ça ne fait pas mal. C'est aussi la meilleure façon de perdre une amie. Égal plus grand que mieux communiquer, ce serait écouter en taisant ses pensées intérieures. Autrement dit, quand j'écoute, je ne pense pas à faire une réponse, ni à chercher un conseil ou une solution. J'écoute dans l'instant présent pour que l'autre ait la place de s'exprimer. Piège 7. Être hermétique au point de vue de l'autre. Il s'agit d'une dispute entre un père, Max très occupé par son travail, et son adolescent Léo, qui se drogue. La seule communication qui existe est celle concernant l'argent de poche ou les horaires. Même si la communication réelle est rompue, l'échange continue sous le mode de la querelle. Qu'observe-t-on? Que chacun a une intention avouée ou pas, avoir le dessus, le père, et avoir de l'attention, l'information entendue est la vérité. L'abondance des canaux de transmission et l'information en continu brouille la perception et apporte de la confusion dans les échanges, en réunion, lors d'entretiens ou de rencontres. Notamment avec la généralisation, les jeunes ne veulent pas travailler, mais est-ce vrai? L'imprécision, tu es toujours en retard. Mais est-ce exact? La rumeur, ce manager a mauvaise réputation, mais est-ce vérifié? Les fake news. Alors quoi et qui croire? Vérifiez d'où vient l'information et de qui elle émane. Prenez du recul dans la surabondance d'informations pour mieux les trier. Transformez l'information en connaissance, recueillez des données et analysez-les afin de vous faire une opinion sérieuse. Les échanges en seront améliorés. Slow working. Il est nécessaire de réhabiliter des temps de réflexion dans nos journées de travail. Travailler dans l'urgence, être sollicité, en permanence, avoir des difficultés à bien s'organiser, jongler entre plusieurs tâches en parallèle, tout cela vous parle? Dans son nouvel ouvrage Magical Timing au travail 1, la consultante Diane Ballenade-Roland vous invite à repenser votre relation au travail et au temps. Interview pour gagner en sérénité au quotidien et adopter le slow working. En quoi les outils digitaux ont modifié notre rapport au temps dans notre travail? Ils nous font vivre dans l'ère de l'immédiateté. Nous sommes, même inconsciemment,
soumis à une injonction d'urgence. Il faut vraiment faire un effort conscient et délibéré pour résister et ne plus être que dans la réactivité. Sinon, on passe sa journée à répondre à des mails, à regarder des notifications, etc. Au détriment de tout le reste, et notamment de notre travail. L'impact est réel sur notre productivité et sur notre mémoire. Face à la multiplication des canaux et à l'omniprésence des smartphones, chacun doit donc s'interroger sur la manière de se réapproprier son temps. Vous expliquez dans votre livre que la première des choses est de prendre du temps pour gérer son temps. Oui, tout à fait, c'est indispensable, et ce n'est pas du tout une perte de temps, au contraire. Cela permet de se fixer des priorités, d'anticiper, de faire de la place pour ce qui est vraiment important. C'est aussi très rassurant. Je vous recommande de planifier vos priorités hebdomadaires et de les hiérarchiser pour gagner en visibilité. Elles seront votre cap pour la semaine. Ensuite, vous pouvez fixer 3 priorités par jour pour décider ce sur quoi vous allez porter votre attention aujourd'hui. Attention tout de même à ne pas tomber dans un excès de planification avec des tableaux Excel en couleur par exemple. Ces outils qui semblent pratiques sont très chronophages et, au final, je parie que vous les consulterez peu. Certaines personnes ont l'impression que cette course permanente contre le temps est une fatalité et qu'elles ne peuvent rien y faire. Que leur conseillez-vous? Il arrive en effet que les contraintes soient très fortes à cause du poids de la hiérarchie, de la lourdeur des procédures, de la charge de travail. Il ne faut pas nier cette réalité, tout cela est source de pression. Essayez d'abord d'objectiver la situation. Qu'est-ce qui dépend de vous et qu'est-ce qui dépend de votre manager ou de vos clients? Ensuite, posez des limites et alertez de la situation pour préserver votre propre santé. Une fois que vous avez identifié ce qui vous incombe, regardez ce que vous pouvez mettre en place à votre niveau pour gagner en efficacité et en sérénité. Interrogez-vous aussi sur les critères qui déterminent pour vous la performance au travail. Est-il plus important de répondre systématiquement à toutes les demandes entrantes rapidement ou de boucler votre dossier en cours? En matière de gestion du temps, le présentéisme est encore un fléau en France, non? Oui, c'est encore un vrai frein. Trop de personnes pensent encore qu'il faut faire des heures pour bien travailler. C'est culturel, donc difficile à faire évoluer. Or, je suis persuadé qu'il est tout à fait possible de travailler moins, mais mieux. Notre attention se dilue avec les interruptions et les sollicitations. Tout cela nourrit le présentéisme. Mieux vaudrait éteindre les notifications de son smartphone pendant un travail de fond plutôt que de rester tard le soir pour le boucler. Le monotâche est beaucoup plus efficace que le multitâche, mais ce dernier est encore trop souvent valorisé. Les réunions à répétition sont également une vraie perte de temps. En la matière, les managers ont un vrai rôle à jouer. Pouvez-vous définir la notion de « slow management » ? Cette notion, qui est encore aujourd'hui assez confidentielle, montre la nécessité de réhabiliter des temps de réflexion dans nos journées de travail. Ils tendent à disparaître, même pour les fonctions d'encadrement, ce qui est problématique. Or, ces temps sont nécessaires pour éviter les erreurs, planifier, faire le point sur un dossier, prendre de la hauteur, sinon, on reste le nez dans le guidon. Au sein d'une équipe ou d'un service, le manager peut faire travailler ses collaborateurs sur la notion d'urgence afin de déconstruire des idées reçues et de se mettre d'accord sur des critères communs. Quels conseils donneriez-vous enfin pour les indépendants, freelancers, entrepreneurs, etc. Je leur conseille de partir de leur bureau, seuls pendant quelques jours, 1 à 2 fois par an pour prendre du recul sur leur activité dans un autre cadre. Je le fais moi-même et cela permet d'y voir plus clair sur sa stratégie, loin du tourbillon du quotidien. De quoi avez-vous envie à moyen et long terme? Ce sont des moments que j'adore pour rester aligné et me reconnecter à ce qui compte vraiment pour moi. Par ailleurs, le burn-out n'est pas réservé aux salariés. Les indépendants doivent, encore plus que les autres, se fixer des limites et s'accorder des temps de repos. La gestion de son énergie doit faire partie intégrante du pilotage de son entreprise. On ne peut pas être à 200% en permanence, se ménager est indispensable pour tenir le rythme sur la durée. Entreprendre, c'est une course de fond, pas un sprint. Bonus. Affichez des mantras dans votre bureau pour garder à l'esprit l'essentiel. En bref, pour concilier sérénité et organisation au travail. En panne d'idées, voici plusieurs mantras puisés dans Magical Timing au travail. 1. Je prends du temps, chaque jour, pour gérer mon temps. Je me concentre sur l'ultra essentiel. Je limite les comportements multitâches. Je remets le travail à sa juste place. J'évacue mon stress en partant marcher minutes. Je m'autorise à demander de l'aide aux autres. Et je fais mienne cette phrase. Aucun travail, aussi formidable, enthousiasmant, valorisant soit-il, ne mérite qu'on y laisse sa santé physique,
psychique ou émotionnel? Aucun.